Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de partager cet échange avec Laetitia Serrano. Bonjour Laetitia. Bonjour Daniel. Alors Laetitia, tu es communicatrice animalier et beaucoup plus que ça. Mais aujourd'hui on va essentiellement parler de la communication animale. Tout d'abord, est-ce que tu peux apporter une petite définition pour ceux qui encore ne connaîtraient pas la communication animale? Alors en fait, il y a plusieurs définitions. La version, je dirais, la plus cartésienne, c'est vraiment rentrer en télépathie en fait avec un animal incarné. Et à travers cette connexion télépathique, c'est capter des informations qui concernent la vie de tous les jours, c'est-à-dire que l'animal va parler de son quotidien, de son environnement de vie, des humains qu'il côtoie, des autres animaux qu'il côtoie, éventuellement de sa santé. Ça, c'est, tu vois, la définition, je dirais, télépathique. Il y a des scientifiques qui ont quasiment démontré que c'était possible. Et puis, il y a une version, je dirais, un peu plus spirituelle. Et moi, c'est la définition qui me tient à cœur. Pour moi, la communication animale, c'est vraiment se connecter de cœur à cœur et d'âme à âme, en fait, avec une âme animale. Et là où je préfère cette définition, c'est que tout d'un coup, elle prend la dimension aussi du monde des défunts et que on n'est plus forcément en connexion simplement avec un animal incarné. Ça veut dire aussi qu'on peut tout à fait, de cœur à cœur et d'âme à âme, être connecté à un animal qui n'est plus de ce monde et qui a rejoint, voilà, la source, son point d'origine. Et quand on se connecte de cœur à cœur, ça va être un échange énergétique de part et d'autre. Et cette énergie, en fait, en fonction de qui on est en tant que communicateur, en tant que récepteur de messages, ça va se traduire parfois par des mots que l'on va voir s'inscrire dans une part de nous et qu'on va pouvoir retranscrire à travers un papier, un stylo. Ça va être des phrases entières. Ça peut être aussi des ressentis émotionnels, c'est-à-dire que quand on se branche à une âme animale, elle peut nous faire comprendre des choses à travers des émotions qu'on va ressentir. Et ça peut être aussi par le biais de d'images, c'est-à-dire que quand on se branche à l'âme animale, elle peut nous renvoyer des images. Et ça va être aussi cette façon, une autre façon encore qu'elle a de nous envoyer des infos. Et on peut être tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'on peut être clairaudient, clairvoyant, être dans le clair ressenti aussi. L'âme animale, elle va aller chercher en nous, en tant que communicateur animalier, toutes nos capacités, en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, l'âme animale, elle est capable de nous parler de nous renvoyer tout un tas d'informations. Et là encore où je préfère cette définition, c'est que à partir du moment où on s'autorise à émettre une notion d'âme chez l'animal, on va se rendre compte que quand on communique avec les âmes animales, elles ont un plan de conscience très élevé et que par ce plan de conscience élevé, elles ont aussi accès à nos plans de conscience supérieurs dans lesquels on va trouver, par exemple, nos livres akashiques et nos mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire que ce que je suis en train de t'expliquer, Daniel, c'est qu'un animal est tout à fait capable, à partir du moment où c'est bien à son âme qu'on se branche, de, euh, de raconter l'humain avec lequel elle évolue, l'humain ou les humains, à travers aussi ce que cette lame de son humain a vécu dans ses vies antérieures ou ce dont elle a hérité dans cette vie-là à travers ses ancêtres, c'est-à-dire ce fameux héritage de mémoire transgénérationnelle. C'est pour ça que tu comprends pourquoi je préfère cette définition, parce que c'est ce qui a, je dirais, fait grandir en moi vraiment, vraiment la passion pour la pratique de la communication animale. C'est cette définition. Alors, tu es biologiste de formation. Comment est-ce que tu es venu à pratiquer et à former également à la communication animale? C'est quand je parlais de spiritualité, c'est tout à fait en lien. C'est-à-dire que moi, je suis venue au monde dans une famille. Ils croyaient en Dieu pour certains, mais finalement très peu. Donc une famille assez athée et en tout cas une famille ultra cartésienne, qui ne croyait finalement qu'en ce qu'elle voyait, ce qui était démontrable scientifiquement. Et donc moi, tu vois, dans
finalement loyauté parfaite à ça. J'ai fait des études scientifiques. J'ai eu un métier extrêmement scientifique, donc parfaitement rationnel, avec des calculs physiques, tu vois, des données physiques. Et pour autant, de toute petite, vraiment, je pense qu'avant même de savoir marcher, j'avais une connexion extrêmement forte avec tous les animaux. C'est-à-dire que très vite, j'ai commencé, en particulier quand pendant les vacances d'été, à ramener des animaux sauvages à la maison. Donc, dans les maisons qu'on louait pendant le temps des vacances. Donc, des animaux qui, a priori, n'étaient pas vraiment imprégnés par l'humain et qui percevaient l'humain plutôt comme un prédateur. Ben moi, en fait, en quelques jours, j'arrivais à faire que, avec ma sœur, par exemple, on avait apprivoisé une petite musaraigne. Tu sais, c'est ces petites souris qui sont quasiment aveugles, hein, qui vivent vraiment sous terre. Et ben, à chaque fois qu'on prenait notre goûter dans ce lieu de vacances, et ben la petite musaraigne nous rejoignait, puis elle avait un petit bout de fromage, tu vois. Donc, j'avais cette perception euh, d'amour vraiment très forte entre moi et le monde animal, et comme une espèce de compréhension innée. Mais mon volet scientifique et mon besoin d'être en loyauté parfaite à mon clan par rapport à on doit être cartésien, on doit vraiment faire des choses qui sont démontrées, a pris le pas pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai été confrontée au deuil du premier parent que j'ai perdu. Et ça m'a fait basculer, en fait. Si tu veux, à partir de là, il y a quelque chose qui... Ben, ma carapace, en fait, elle a commencé à se fendre. Et ça a laissé l'espace pour que je commence à m'intéresser à la médiumnité, au monde de l'invisible au sens large, à l'énergétique. Et la première fois que j'ai vu une médium qui m'a fait un soin, c'était une personne qui pratiquait la kinésiologie. Elle m'a parlé de communication animale. Donc j'ai été très surprise. Je n'avais jamais entendu parler de communication animale et pourtant j'avais fait des études de biologie et ça restait mon métier au quotidien. Je savais ce qu'était l'éthologie, mais le comportementalisme, mais la communication animale. Alors dans mon cerveau, qui était encore très cartésien, je me suis dit ça doit être un peu pareil. Et puis j'ai pas tenu compte de ça. Et puis quelques mois après, une autre personne qui avait aussi des capacités médiumniques me reparle de communication animale. Il a fallu, tu vois, peut-être 4 personnes différentes qui me disent il faut que tu t'intéresses à la communication animale pour qu'un jour je me mette à chercher sur Internet dans un moteur de recherche et que comme par hasard je tombe sur un stage animé par une personne extrêmement discrète qui n'était pas du tout présente sur les réseaux sociaux, vraiment. Et comme par hasard, je l'appelle, il restait une place à son stage et cette dame avait l'information que dans la journée, une personne du prénom de Laetitia allait l'appeler et que c'est elle qui aurait la place. Et donc, je suis allée à ce stage, mais en étant complètement dans la peur, comme si mon âme commençait, tu vois, à reprendre sa souveraineté, à reprendre sa juste place. Et j'avais même, pour te dire, envoyé un message à un ami et je lui avais dit, écoute, si à telle heure je ne t'ai pas appelé, c'est que je suis c'est que je suis dans une secte et peut-être que voilà, on m'a kidnappé pour te dire, hein, tu vois, où j'en étais à cette époque. C'est-à-dire, je suis passée d'une fermeture totale à, suite au deuil de ma mère, à quelque chose qui remettait en cause finalement tellement d'idées, de croyances que j'avais entretenues à travers mes études, à travers mon métier, puis à travers aussi ma famille et mes amis de l'époque aussi, bien évidemment. Tout d'un coup, je me retrouve en stage de communication animale en ayant la peur de ce qui va se passer, viscérale. Et pour autant, on me remet la photo d'un animal entre les mains. Et alors que j'étais persuadée en plus que ça allait se passer, tu vois, en la présence d'animaux bien vivants devant nous. Donc là, c'était encore plus surréaliste pour moi quand j'ai découvert qu'en fait, le stage allait consister à rentrer en connexion avec des animaux à partir de supports photos. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et dès la première photo, ce qui s'est passé a été énorme. C'est-à-dire que, à un moment, j'ai résisté pendant 5 minutes, c'est-à-dire que rien ne venait. Je me disais, mais ça marche pas parce que c'est pas possible. Et à un moment donné, j'ai baissé ma garde. Et là, des mots, des phrases, des images, des ressentis, presque des odeurs. Et j'ai noté tout ça. Et on était, je crois, tu vois, 6 ou 7 stagiaires.
et des gens bizarrement très rationnels comme moi. Il y avait une ancienne institutrice à la retraite, il y avait un ancien kinésithérapeute qui était devenu ostéopathe pour les chevaux, il y avait une esthéticienne en reconversion. Tu vois un peu le profil de gens tout à fait standards et pas du tout des fous avec un entonnoir sur la tête. Loin, loin de ça, au contraire, des gens plutôt adorables et extrêmement bien structurés. Et pareil pour l'animatrice, une dame absolument adorable et tout à fait normale, à ma plus grande surprise. Et tu vois, quand j'ai reçu le message, c'était un cheval en fait qui était sur cette photo. Et ça a été le début de quelque chose de géant. Ça a été vraiment le début de, de l'autorisation de parole de mon âme. Parce que jusqu'à présent, c'était mon mental et uniquement mon mental qui contrôlait ma vie. Et le jour où j'ai accepté de me connecter de cette façon au monde animal, et ben enfin mon âme, elle a commencé à trouver sa place petit à petit. Elle qui avait eu tant de mal à accepter d'être enfermée dans un corps physique. Tu vois, je suis née avec une difficulté énorme à accepter le fait d'être incarnée. C'était très compliqué, je ne me reconnaissais. Je jouais très bien la comédie, hein. J'ai toujours, tu vois, je réussissais bien à l'école, j'étais plutôt très populaire, j'avais beaucoup d'amis. Et pour autant, je ne comprenais pas mes congénères humains. Vraiment, c'était une incompréhension totale. Je ne voyais que la violence, l'incohérence, la prédation, le pouvoir. Et je voyais pas l'amour, en fait. Et quand je me suis connectée pour la première fois de cette façon aux animaux, alors là, il s'est passé quelque chose de magique. C'est-à-dire que j'ai très vite, ce qu'ils m'ont de suite enseigné, c'est justement tout l'amour que eux ont pour les humains. Et à partir de là, finalement, j'ai peut-être pas eu d'autre choix que de me mettre à aimer mes congénères humains et jusqu'à les aimer follement, parce qu'aujourd'hui, c'est ma passion. Et c'est ce qui a fait que très vite, les animaux m'ont ouvert la porte sur une dimension particulière que peut prendre la communication animale, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire la compréhension de à quel point il n'y a aucun hasard dans la rencontre entre une âme humaine et une âme animale. On peut se raconter ce qu'on veut, on peut se dire bah, c'est normal que ce soit cet animal qui arrive dans ma vie puisque je l'ai choisi chez l'éleveur, par exemple. C'est ce chiot-là que j'ai choisi chez l'éleveur. Et moi, je dis toujours non. C'est la vraie loi de l'attraction. C'est-à-dire que cette âme, elle vous a autant choisi que vous l'avez choisi parce que c'est un processus inévitable que l'univers, qui est un chef d'orchestre merveilleux, a mis en place par la loi de l'attraction. Et que quelque part, à ce moment-là de la vie de cet humain, il n'y a que cette âme animale qui peut rentrer dans sa vie comme un éclaireur, comme un guide, et surtout comme un constellant familial. Car les animaux, finalement, je dirais dans 99% des cas, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre vie? Ils viennent ouvrir une constellation familiale. Et ils viennent représenter un ancêtre, aussi bien un adulte de notre clan qu'un enfant de notre clan. Alors quand c'est un adulte, ça peut aussi bien avoir valeur de père ou de mère pour nous, que ça peut aussi avoir valeur de frère ou de sœur. Voilà. Et ça peut aussi être un enfant finalement qui a été présent dans notre clan, mais qui n'a peut-être pas pu aller au bout de sa vie, qui peut-être n'a pas pu naître en vie. Voilà. Et en tout cas, c'est peut-être, ce ne sont que des ancêtres finalement qu'on a oubliés. Et les animaux les sortent de l'oubli en venant jouer ce rôle à la perfection dans nos vies. Voilà. Et c'est comme ça que les animaux m'ont enseigné la psychogénéalogie. Je n'y connaissais rien. Et c'est comme ça qu'ils m'ont enseigné aussi les livres akashiques. Je n'y connaissais rien. Et du coup, les animaux me donnaient des voix et j'ai décidé d'aller explorer ces voies et puis d'aller rencontrer des vrais professionnels de ces disciplines-là, bien évidemment, des vrais psychogénéalogistes qui ont vraiment, voilà, qui se sont formés et dont c'est le métier et finalement, tu vois, de corroborer ce que les animaux m'apprenaient avec auprès de gens, voilà, dont c'est vraiment le métier, qui sont dans la maîtrise de cette discipline. Et ça m'a permis de valider que l'enseignement des animaux était tellement juste. On est en effet sur une perception, une communication qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer quand justement on n'a pas essayé, on n'a pas abordé le sujet.
Euh, je vais revenir un petit peu sur l'exemple de la musaraigne que tu as apporté. C'est vrai qu'on peut constater quand dans une situation sociale, il va y avoir un communicant animal, les animaux vont naturellement aller vers lui ou vers elle. C'est Oui, instinctif. Ils le sentent, oui, ils savent que cet humain peut les comprendre et a la possibilité de véhiculer une certaine information. oui, 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 Comment ça est-ce... c'est très clair. Tu vois, c'est très clair, Daniel, et c'est exactement, je dirais, comme les défunts captent les personnes qui ont la médiumnité en elles. Tu vois, c'est pareil, c'est une loi de l'attraction, c'est-à-dire que les défunts peuvent ressentir le besoin de transmettre des messages à leurs vivants, ou ont peut-être besoin d'être aidés pour accéder à un plan supérieur, si elles ne l'ont pas atteint quand elles sont décédées. Pour le monde animal, c'est pareil. Je parle du monde animal vivant et du monde animal dans la partie des défunts. Ils vont vraiment ressentir la personne qui est canal, en fait, et qui a le cœur ouvert au monde animal, parce que un animal va ressentir toutes les personnes qui sont canal, mais forcément, on ne peut accéder à la communication animale, en tout cas selon la définition spirituelle que j'ai donnée, qu'à partir du moment où on est un canal qui en plus a le cœur complètement ouvert, tu vois, et relié certainement depuis plusieurs vies au monde animal. Et là, forcément, que ce soit un animal qui est très imprégné par les humains, qu'on appelle un animal domestique ou un animal de compagnie, ou que ce soit un animal sauvage, il va ressentir ça chez la personne, parce que contrairement à nous, on a une dimension mentale qui est très forte et qui nous empêche énormément de faire des choses, parce que dans cette partie mentale, il y a nos croyances, il y a nos auto-limitations, il y a nos peurs, il y a tout un tas d'interdits. Alors que l'animal, il a une part mentale, mais qui est très réduite, c'est-à-dire que lui va fonctionner à l'instinct et à l'intuition en permanence. Donc quelque part, lui, quand on se rencontre et que on se branche mutuellement, nous, on va avoir tout un tas d'interférences. C'est notre mental, en fait, qui tout d'un coup va se dire, oh, c'est nouveau, mon Dieu, la personne, elle risque d'être perdue, donc je la mets en protection. Donc je vais lui envoyer tout un tas de peurs et de croyances qui va faire qu'elle va se dire, non, c'est pas possible. Et du côté de l'animal, ça n'existe pas. C'est pour ça que l'animal, qu'il soit un animal sauvage non imprégné par l'humain ou un animal domestique, et un animal de compagnie de surcroît, qui a un lien bien identifié avec un humain, une famille humaine, il n'y a pas cette barrière mentale, il n'y a pas cet empêchement. Ce qui fait que cette âme animale, elle peut vraiment lire en nous dans toutes nos bases de données, c'est-à-dire dans tous nos plans de conscience. Tu vois, voilà pourquoi. Et tu m'avais prévenu que le coq allait se manifester. Tu vois, c'est justement, on parle du monde animal et le coq qui est pas très loin de chez toi se manifeste et c'est un très beau cadeau. Mais les âmes animales, si tu veux, elles ont cette capacité d'aller chercher dans toutes nos bases de données. Sans âme, prenons, tu vois, quelqu'un qui a un chien qui a 2 ans. Eh ben, ce chien de 2 ans, il est tout à fait capable d'aller chercher dans le plan de conscience de cet humain ce qu'il a vécu quand il était enfant. Alors qu'on est d'accord qu'un animal qui a 2 ans, si c'est un individu adulte, humain, ben ce chien n'était pas à ses côtés à cette époque. Et ben pour autant, il n'y a pas de barrière mentale du côté du monde animal, il y a bien sûr des capacités intellectuelles, mais ils ne vont pas mobiliser leurs capacités intellectuelles pour les empêcher d'eux, contrairement à nous. Et donc, si tu veux, ils vont avoir du coup cette capacité à aller lire complètement la vraie carte d'identité de l'âme humaine qu'ils ont en face, dont son histoire à la fois dans ses vies antérieures, dont son histoire dans cette vie-là et l'histoire des ancêtres de cet humain, mais aussi d'aller lire chez cet humain quelles sont toutes ses capacités. Et donc, s'il y a des capacités médiumniques, des capacités de pratiquer la communication animale, ben, bien sûr que l'âme animale y a accès et qu'elle peut tout à fait avoir envie de mobiliser ses capacités. Et après, bien sûr, il y a le libre arbitre. L'humain a aussi l'autorisation de ne pas aller vers ça. Mais l'animal, bien sûr qu'il est capable de lire absolument tout. Un animal, tu vois, est aussi capable d'aller détecter
les personnes qui sont vraiment guérisseurs, je dirais innés, spontanés, comme les médiums de naissance. Il y a des guérisseurs de naissance. Et un animal, il sait lire en les mains de la personne. Très souvent, un guérisseur de naissance, ça se manifeste en particulier peut-être par du magnétisme, tu vois, fort qu'il a dans ses mains. Ben, une âme animale, elle le sent et elle le dit. Et très souvent, en consultation, j'ai des animaux qui vont révéler à leurs humains: toi, a priori, tu as cette capacité-là. Libre à toi de la développer ou pas. Et, et vraiment, c'est toujours extrêmement précis et ça parle toujours aux personnes. Un animal est capable, tu vois, chez une personne qui a peut-être la capacité de devenir thérapeute et d'accompagner à un moment donné d'autres humains ou le monde du vivant en général, les animaux y compris. Un animal est capable d'être extrêmement précis, d'aller dire: toi, tu as une capacité particulière, tu es relié par exemple au monde minéral. Ça veut dire que la personne, de façon innée, parce qu'elle a eu ses connaissances dans des vies antérieures, elle est capable par exemple d'utiliser les minéraux, donc ça s'appelle la lithothérapie. Mais tu vois, comme quelque chose d'assez inné. Ben, un animal, alors que la personne, elle a juste peut-être des minéraux dans sa maison parce que de toute petite, elle est intéressée par les minéraux, mais finalement, elle n'y met pas de conscience. Elle n'utilise pas ces minéraux en conscience pour se faire du bien, pour se soigner, pour se protéger. Et ben, l'animal va lui dire: toi, va regarder la lithothérapie. Il y a quelque chose qui va réveiller quelque chose dans ton âme, mais avec toujours beaucoup d'amour, de justesse et de bienveillance, et en laissant complètement l'espace au libre arbitre, tu vois, d'être respecté. Un animal, c'est ça, moi, qui je dirais, me passionne dans ce que je fais depuis 15 ans, et d'autant plus ces dernières années où vraiment la dimension euh, de la psychogénéalogie et des archives akashiques. Mais moi, je m'intéresse surtout à la psychogénéalogie parce que je considère que qu'est-ce qui fait qu'un humain s'incarne dans telle ou telle famille? C'est justement ces dossiers akashiques. Les fameux cold cases, tu sais, les dossiers non résolus, les dossiers souffrants, c'est ce qui va orienter aussi le fait que c'est dans cette famille-là qu'on s'incarne et qu'on va passer ces contrats d'âme avec ces âmes-là. Euh, et vraiment, les animaux, je les trouve d'une telle précision et en même temps tellement justes. C'est-à-dire que ils sont, ils ne révèlent que ce que leur humain est en capacité d'entendre là à l'instant T. Parce que l'animal est capable d'aller chercher absolument toutes les informations, mais il est capable, tu vois, de mettre un filtre d'amour et de bienveillance pour ne pas que lors d'une consultation, donc quand un communicateur animalier va se connecter à cet âme animale pour le compte du gardien ou de la gardienne de l'animal, pour ne pas que ce soit heurtant. Tu vois, vraiment l'animal, c'est ça qui fait que je continue de passer par l'âme animale pour accéder et pouvoir accompagner les humains. C'est que l'animal est tellement, tellement plein d'amour et extrêmement vigilant. Quand un accompagnant humain peut des fois, peut-être par le syndrome du sauveur universel, vouloir absolument révéler des choses, tu vois, que la personne n'est pas prête à entendre. Du coup, on peut se poser la question déjà: est-ce que l'information qui a été canalisée est juste? Tu vois, est-ce que l'univers est pas plus grand que ça? Est-ce que l'univers ne met pas déjà lui-même des filtres? Mais finalement, quand on capte une âme animale, quand on la capte vraiment avec l'humilité et le respect nécessaire, je n'ai jamais constaté, tu vois, de cas où la personne n'était pas profondément prête à entendre. Quoi que révèle l'animal, par exemple en mémoire transgénérationnelle. On sait que dans les mémoires transgénérationnelles, il y a des choses extrêmement positives dans notre héritage, mais il y a aussi des choses extrêmement lourdes. Et il y a des familles de mémoire qu'on va retrouver dans beaucoup de familles qui sont assez sombres, qui sont, pour ne pas dire sordides. Mais l'animal, tu vois, quand il révèle ça, la personne, finalement, elle est jamais surprise. Elle ne me dit jamais: oh, ah bon, il y a ça. Tu vois, elle me dit toujours: je savais. Parce que déjà, il y a eu des signes, j'ai eu entendu des choses dans ma famille qui allaient dans ce sens, ou on m'a déjà fait un soin énergétique, par exemple, ou lors de mon accompagnement par un psychothérapeute, ce sujet a déjà émergé. Mais tu vois, le fait que ce soit l'âme animale qui amène ce sujet, qui pourtant est extrêmement sombre et extrêmement lourd, il l'amène avec tellement d'amour que finalement, même si un thérapeute a déjà abordé la question auprès du gardien ou de la gardienne, peut-être que la personne
elle est restée un peu figée dans cette information sans vraiment savoir par quel bout la prendre. Et tout d'un coup, quand c'est son animal qui lui amène l'info, il y a tellement d'amour et je dirais de confiance spontanée que c'est encore plus recevable et que ça incite encore plus la personne peut-être à se mettre en marche, d'aller, tu vois, travailler en conscience pour couper les liens toxiques avec cette mémoire. Est-ce que par rapport, est-ce que par rapport à ces mémoires, justement, il y a des animaux qui sont plus communicants que d'autres? Est-ce qu'il y a des animaux qui vont avoir plus de résistance ou alors ils ont tous cette ouverture-là d'informationnel et de communication? Alors, très sincèrement, tous les animaux de compagnie vertébrés et mammifères ont cette capacité, du plus petit au plus grand. J'ai par exemple, tu vois, souvenir d'une communication que j'ai faite il y a des années, il y a peut-être, tu vois, 12 ou 13 ans, donc ça date, avec une gerbille. Tu sais, c'est des petites souris du désert. Aujourd'hui, je crois que c'est interdit et c'est très bien, mais à l'époque, en animalerie, on pouvait effectivement, comme on adoptait un lapin, un cobaye, on pouvait aussi adopter une gerbille. Et je me souviens d'avoir été sollicitée par une maman et ses deux filles, qui étaient voilà les gardiennes de cette petite gerbille. Et ça a été énorme. Ce que ce petit être, tu vois, qui fait, je sais pas, peut-être 6 cm, 7 cm de haut, a révélé. Et là, je me suis dit, tu vois, j'étais plutôt effectivement sollicitée, moi, pour communiquer avec des gens qui avaient dans leur vie des chats, des chiens, au plus petit des lapins et bien sûr des chevaux. Mais j'avais jamais expérimenté le petit animal, tu vois, la petite souris, et ça a été absolument énorme, vraiment. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, un guide immense peut se cacher dans un tout petit corps, bien évidemment. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, je pense sincèrement qu'il n'y a pas vraiment de restriction. La restriction que je mettrais, ce sont sur les animaux de compagnie avec lesquels on n'est pas vraiment dans, je dirais, une connexion émotionnelle. Typiquement, tu vois, les poissons ou les gens qui ont des terrariums avec des phasmes, des mygales. Voilà. Même, tu vois, les reptiles. J'ai déjà eu communiqué avec un iguane où il y avait quand même, tu vois, un plan de conscience supérieure où il se passait des choses émotionnelles. Mais par exemple, avec des serpents, j'ai moins retrouvé ça. Donc, tu vois, c'est la restriction que je mettrais aux insectes, enfin, je dirais aux invertébrés et aux non-mammifères. Et encore qu'il y a une exception très forte, ce sont les oiseaux. Que ce soit, tu vois, des mandarins, des perroquets, que ce soit des pies, des corbeaux, que ce soit des poulets, donc la famille des gallinacés. J'ai eu à plusieurs reprises une dame que, si elle regarde la vidéo, j'embrasse très fort, qui s'appelle Isabelle, qui depuis des années a pour animal de compagnie des poulets et des poules. Et c'est incroyable, les messages et leur plan de conscience. Ils sont tout comme un cheval, un chien, un chat, capables vraiment d'aller lire aussi bien les archives akashiques que la mémoire transgénérationnelle que porte la personne et de la restituer avec un niveau d'intelligence, de pertinence et de bienveillance absolument incroyable. Il est bien évident que l'animal peut-être le plus médium, c'est le chat. Parce que le chat a la particularité d'avoir une vision quasi totale dans le monde de l'invisible, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, et il a aussi la capacité très forte de transmuter. Donc, tu vois, d'aller, par exemple, on associe souvent ça, tu sais, aux sorcières. Effectivement, il y a tout un tas de chats qui ont été massacrés à l'époque de l'Inquisition, autant que de femmes et d'hommes accusés de sorcellerie. Et c'est vraiment un animal qui sait accompagner particulièrement les thérapeutes, à la fois dans la médiumnité et à la fois dans le soin. Mais finalement, la médiumnité et le soin, c'est le même canal. C'est juste une façon différente d'interpréter les énergies que l'on reçoit et de les canaliser, de les envoyer. Mais le chat a la particularité de pouvoir sentir quand il y a des énergies négatives dans un lieu, sur une personne, et si c'est juste, il a la capacité de venir les absorber, de les prendre sur lui et de les transmuter jusqu'à une certaine limite. Il y a des chats qui, malheureusement, vont aussi partir, tu vois, de trop de charges et de trop de transmutation. Euh, le chien est un animal aussi qui a une très bonne capacité de vision dans le monde de l'invisible.
il a un petit peu moins, je dirais, ce rôle-là de transmutation, parce que le chien, lui, son plus grand rôle, c'est d'être un merveilleux constellant. Et donc lui, il va avec très grande facilité jouer le rôle d'un papa, d'une maman dont on n'a pas fait le deuil ou dont on a été coupé enfant, par exemple. C'est pas forcément que la personne est décédée, c'est peut-être qu'on a été séparés parce qu'il y a peut-être de l'abandon ou il y a eu un travail qui a fait qu'on a confié son enfant à une grand-mère ou à une tante. C'est peut-être aussi des parents qui ne se sont pas sentis être des parents et qui ont vécu à côté de leurs enfants mais complètement coupés de leurs émotions. Et un enfant donne l'adulte. On construit l'adulte qu'on est à partir de l'enfant intérieur dont on garde le souvenir. Et eh bien, cette âme, elle peut avoir été complètement en manque d'un amour maternel en n'ayant pourtant pas été officiellement abandonnée par sa mère. Et tout d'un coup, cette personne, eh bien, il y a un chien, souvent de grande taille et souvent, bien évidemment, de sexe femelle, il va jouer le rôle d'une maman. Et tu vois, je dirais que le chat est le médium et le guérisseur par excellence. Le chien est un très bon guérisseur et un très bon constellant. Et le cheval aussi est extrêmement particulier parce que c'est un animal qui a une capacité télépathique hors norme et une capacité de scan énergétique absolument incroyable. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec une très grande dame que j'aime énormément qui s'appelle Claire Morin, qui est basée dans le Gard et qui propose d'accompagner les gens par équithérapie, qui forme aussi des gens à devenir justement thérapeutes en faisant travailler les gens en collaboration avec les chevaux, qui propose tout un tas de choses magiques. Et j'ai pu vivre en direct des scènes absolument incroyable et magnifique. C'est-à-dire que j'ai vu, tout comme les chats le font, j'ai vu des chevaux en action de faire des soins, c'est-à-dire de regarder une personne, de se positionner derrière elle parce qu'elle a scanné et elle a dit, ah, là, le chakra du cœur, il est fermé. Parce qu'il y a peut-être une blessure d'enfant abandonné ou de deuil non fait d'un enfant. Et tout d'un coup, le cheval se met dans le dos de la personne. Et tu vois, avec ses lèvres, on va le voir, avec ses naseaux, respirer et puis ses lèvres vont rentrer en mouvement comme si elles venaient attraper quelque chose depuis le monde de l'invisible mais qui est dans le dos et comme par hasard pile situé dans l'axe du chakra du cœur. Et on voit ce cheval faire ses mouvements avec ses lèvres et puis balancer la tête sur le côté pour jeter au sol, tu vois, l'énergie négative, l'énergie souffrante. Et là, on se dit, waouh! Et c'est pareil, j'ai testé chez Claire et je l'en remercie encore. J'ai été constellante dans une expérience de constellation familiale où il y avait à la fois des humains et des chevaux. Et c'est une expérience majeure, je crois, dans ma vie, d'avoir vu comment le cheval est capable de jouer son rôle, par exemple, d'un père, d'une mère ou d'une valeur, tu vois, par exemple, la valeur de l'argent, de représenter les racines, par exemple, du clan familial, à quel point ils savent le faire. Et ce sont vraiment des animaux absolument incroyables. Mais on peut trouver de la magie chez un petit cochon d'Inde, chez un petit hamster, chez un petit lapin, euh, chez un pigeon qu'on va recueillir parce qu'il est blessé. Finalement, la magie, elle est dans le monde animal sans exception. Et c'est malheureusement sur cette magie-là que l'on va devoir au moins s'arrêter pour cet échange aujourd'hui. On aura, j'espère, l'occasion de reproposer d'autres sujets si tu es d'accord, bien sûr. Avec un immense plaisir, Daniel, bien évidemment. Parce qu'il y a tellement de sujets autour de la communication animale qui nécessitent et qui, je pense, peuvent être entendus, entendables et partagés. On n'a pas abordé le décès, pardon. Oui, On n'a pas abordé le décès, on n'a pas abordé le deuil. Je oui, pense que ça peut être des sujets tout à fait. développables Oui, ultérieurement. parce que là encore, derrière le chagrin que les animaux nous font ressentir quand ils partent, c'est vraiment un acte d'amour de leur côté. On est encore souvent dans une notion de constellation familiale. Mm. Et le deuil d'un enfant qu'on n'a pas pu faire ou que nos ancêtres n'ont pas pu faire, eh ben, tout d'un coup, il se représente au travers, tu vois, de l'opportunité de le faire parce qu'on a perdu un animal. Et finalement, les animaux ne sont dans nos vies, ont accepté aussi cette notion de collaboration avec l'humain euh, que parce qu'ils sont porteurs vraiment d'amour et qu'ils sont prêts des fois à jouer le mauvais rôle, mais avec tellement d'amour. Celui qui va nous mettre en souffrance pour nous libérer de cette souffrance.
Ça sera pour une prochaine fois avec Avec peut-être grand plus de plaisir. temps et peut-être plus d'informations et cibler également ce qui permettra d'ouvrir un petit peu plus les cœurs. En tout cas, je te remercie infiniment, Laetitia, de ce beau partage, de ce cœur ouvert que tu nous as présenté. Et je mettrai tous les liens en barre de description pour ceux qui ont la curiosité d'aller un petit peu plus loin. Merci de ton invitation, en tout cas, Daniel. Merci beaucoup à toi. Merci également. Au revoir. Au revoir.